maintenant. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième petit-déj de l'année de la com et des Jouquettes sur le sujet de l'emailing. Mhm. Merci pour votre compréhension, on a un petit peu de retard, je suis désolée. Des problèmes techniques parfois qui arrivent. C'est ça. On va essayer on va faire en sorte de tenir le timing et de vous libérer à l'heure prévue. Donc on va parler emailing ce matin, on va se poser la grande question, est-ce qu'il faut continuer d'envoyer des newsletters et des campagnes email? Hop. On va commencer peut-être par se présenter. Ouais, tout à fait. Donc moi je suis Elisabeth, je suis directrice conseil associée à l'agence, donc je travaille et sur le développement commercial de l'agence et également sur des missions de conseil. Donc je suis avec Julie ce matin. C'est ça. Et donc moi, je suis directrice conseil et gestion de projet à l'agence. Donc je suis chef de projet et en partie responsable de la partie pôle chef gestion de projet. Et puis pour vous présenter rapidement l'agence, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui connaissaient Concept Image il y a 10 ans. Qui a bien changé Ouais, depuis. exactement, on est une agence conseil créative et digitale, donc basée à Rennes. Donc on va accompagner nos clients sur des sujets comme de la stratégie digitale, de la stratégie éditoriale, de la plateforme de marque, donc ça plutôt sur la partie conseil. Mhm. Sur la partie création, on va travailler sur du logo, de la charte graphique, du nom de marque, de la vidéo, du motion design, de l'illustration. Et puis sur la partie digitale, on va travailler sur du site internet, site e-commerce, extranet, application. Et puis pour faire vivre tout ça, on travaille aussi sur du web marketing et notamment sur de l'emailing. Puisque pour un certain nombre de projets web qu'on peut mener pour nos clients, se pose le sujet de derrière alimenter une communauté, la faire vivre. Des gens vont s'inscrire avec mon site à ma newsletter. Ok, mais qu'est-ce qui se passe après? Mm. Parce qu'il y a peut-être plein de gens qui s'inscrivent, mais qu'est-ce qu'on leur raconte? À quelle fréquence on leur écrit? Et donc se pose souvent ce sujet de l'emailing. Donc pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, n'hésitez pas à nous poser des questions avec le chat qui est à votre droite. Alors peut-être que vous avez cliqué sur le lien et vous pouvez voir tout le webinaire sans vous connecter, sans avoir de compte. C'est l'avantage de Twitch. Mais si vous voulez passer au cran suivant et nous poser des questions, réagir, nous partager aussi vos retours d'expérience sur peut-être des campagnes email que vous avez pu mener, créez-vous un compte, ça prend 1 minute. Et puis comme ça sera encore plus interactif. Puis vous qui êtes avec nous en vrai, sentez-vous libre aussi de réagir sur le sujet de ce matin. Ouais, n'hésitez pas, hein, vous levez la main, vous me faites un petit signe. Entre nous, quoi. Voilà, exactement. C'est Simple. ça. Alors, donc déployer une stratégie emailing. On va partir de la base pour décrypter le sujet au maximum. Alors déjà, nous, en tant que consommateurs particuliers ou même dans nos entreprises, on reçoit tous pas mal de mails. On s'est abonné à des newsletters sur des sites, on a fait des achats sur des boutiques en ligne. Et donc, on reçoit pas mal de mails. On sait bien que ces mails, ils ne sont pas envoyés au hasard, ils ne sont pas envoyés n'importe comment. Et généralement, ils remplissent des objectifs bien précis. Et cette notion d'objectif, vous allez voir, elle est vraiment très importante. Ça peut paraître très basique, on enfonce des portes ouvertes, on va parler des objectifs. Mais parfois, ça va mieux en le disant quand même. Et c'est souvent un truc qu'on perd un peu de vue. On a parfois tendance à s'en tête baissée dans la tâche parce qu'on a envie que ça avance. Et puis, ça fait du bien de repositionner ce type de questions. Et donc, c'est cet objectif qui va définir pourquoi vous faites de l'emailing. Et parfois, on se dit, est-ce qu'il faut vraiment que j'en fasse? Et puis, si la réponse est oui, c'est pertinent pour répondre à mes objectifs, quel emailing vous allez envoyer? Alors, à quoi ça sert l'emailing? On rappelle les bases. C'est un truc très scolaire en définissant les termes du sujet, mais c'est plutôt pas mal pour entrer dans la thématique. Alors, en fait, on va faire la différence entre deux types d'emails. On va avoir d'une part ce qu'on appelle l'email marketing, donc c'est l'art de vendre par email. Vendre, aider votre prospect à aller vers la vente. Et ce qui est intéressant dans l'email marketing, c'est que c'est, pour faire startup, scalable. C'est-à-dire que avec un modèle d'emailing, vous allez pouvoir toucher un grand panel de destinataires. Alors, avec un côté personnalisation, on va le voir que vous pouvez apporter, mais globalement, vous avez un segment de destinataires, vous allez vous dire, eux, je leur raconte tous la même chose, et donc avec un modèle d'email, vous pouvez toucher 5 000, 10 000, 20 000 destinataires.
Donc, ça, c'est pour l'email marketing. Et d'autre part, on a ce qu'on appelle l'email transactionnel. Donc, c'est un email qui est envoyé, que vous envoyez à un seul destinataire. Et c'est généralement à la suite d'une action. Donc, c'est une confirmation d'achat, une confirmation d'inscription à un compte en ligne, les mails de réinitialisation de mot de passe, de suivi de livraison, de validation d'inscription, d'enquête, satisfaction, par exemple, suite à un Mm. achat, etc. Et Et on, donc, s- ça ne va pas se travailler de la même façon. et on se posait la question quand on a préparé le petit-déj aussi, où est-ce qu'on mettait la newsletter? Parce qu'on peut aussi faire la différence emailing vs newsletter. Et en Tout fait, à on fait. l'a classé dans le premier, la première définition, là, l'email marketing, c'est-à-dire que même si on diffuse de l'information plus, pas directement orientée vers de la vente, au final, le sujet final, c'est qu'on a envie que les gens aillent vers notre site, nos réseaux, et à un moment donné, soit nous consomment du contenu, soit nous achètent quelque Mm. chose. Ou soit, si votre objectif c'est du recrutement, et un affect pour votre boîte C'est et ça, postule. Donc, vous vendez votre marque c'est d'une autre ça, façon. exactement. Donc, déployer une stratégie emailing, est-ce que c'est vraiment efficace? Parce qu'on peut avoir l'impression, c'est un peu une bouteille à la mer, quoi. Alors, regardons les chiffres. Mm. Donc, on a 4 milliards d'utilisateurs d'email quotidiens dans le monde. Et si on regarde en France, c'est 42,2 millions d'utilisateurs. Donc, c'est 60% de la population qui fait des mails tous les jours. Euh, alors, on peut se dire, bah ouais, mais l'impact d'un mail, c'est peut-être plus limité qu'un post sur les réseaux sociaux. Alors, faux. Bon, tout se discute. Euh, non, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que la durée de vie d'un email, elle est quand même plus élevée qu'un post sur les réseaux sociaux. Bon, après, je vais quand même le pondérer, ça. Mm. Euh, Aujourd'hui, vous faites un post sur un réseau social, même des gens qui suivent votre page, par exemple, vont pas forcément voir votre post. Parce que avec les algorithmes des réseaux sociaux qu'on maîtrise pas, si c'est passé dans leur fil, Mm. qu'ils ne sont pas connectés au bon moment, que votre post n'a pas eu assez d'engagement dès le début, il va pas être poussé à toute votre communauté. Donc, parfois, on met beaucoup d'énergie dans un post réseau social et vous n'êtes même pas vu par les gens qui vous suivent. Alors, imaginez par les gens qui ne vous suivent pas, c'est encore plus complexe. Je dis pas que c'est pas efficace des publications réseaux sociaux, c'est très intéressant aussi, mais c'est deux leviers complémentaires. Alors qu'un email, il tombe dans 100% des boîtes. Alors après, on va le voir, hein, il faut être ouvert, lu, cliqué, et ça, Mm. c'est encore une autre paire de manches. Mais déjà, le mail, il reste dans la boîte mail de vos destinataires, jusqu'à jusqu'à ce qu'ils le suppriment. Donc là-dessus, il a quand même plus de chances d'être vu et lu. Euh, donc voilà, et puis ce qu'on peut se dire aussi avec l'email, c'est que les gens qui reçoivent vos emails, normalement, ont donné leur consentement pour recevoir des emails de votre marque. Donc ils s'attendent à avoir des infos de votre part. C'est normalement pas trop intrusif. Alors, autre question autre remarque qu'on peut avoir, c'est ouais, mais les utilisateurs en ont marre d'être arrosés d'emails. C'est peut-être votre cas dans votre boîte ou d'un point de vue Mm. perso, vous n'en pouvez plus, vous avez l'impression de crouler sous les mails. Alors, faux, mais c'est vrai en partie. On est très réponse de Normand ce matin. Non, mais pareil, si on regarde les chiffres, on voit que 77% des internautes disent que l'email, c'est le canal qu'ils préfèrent pour recevoir des offres promo. Donc, les gens, quand même, continuent à demander de l'email. Si on regarde ces chiffres-là, l'email ne semble pas être mort comme canal de communication. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, la tolérance qu'on peut avoir à la publicité, si on compare email et réseaux sociaux, Mm. parce que pour moi, c'est un peu deux canaux qui peut se poser la Permettre de question l'un ou diffuser. l'autre. Mm. Sur les réseaux sociaux, on est exposé à beaucoup de publicités, de posts sponsors, et les gens les identifient très bien maintenant. Donc on peut en avoir marre d'être exposé à ces contenus-là. Donc ça contribue à une espèce de ras-le-bol général de crouler sous les coms des marques. Donc à la fois on est habitué à recevoir des pubs et à la fois on peut être un peu agacé. Donc on va essayer de trouver des stratégies pour tirer notre épingle du jeu. Et puis la dernière remarque, c'est que les mails quand même ça pollue. Ça c'est vrai. Et il faut en avoir conscience parce que on peut se dire que c'est pas toujours pertinent d'envoyer des mails déjà.
Et puis, pour les mails que vous jugez pertinents d'envoyer, bah, on va pouvoir limiter aussi leur impact pour qu'ils soient moins lourds et donc moins polluants. Alors pourquoi ça pollue les mails? C'est parce que, bah, ça va polluer parce qu'il faut des machines pour les écrire, les envoyer et les stocker quelque part sur un serveur. Donc il faut de l'énergie pour ces serveurs de stockage et puis c'est aussi, polluant de, produire tous ces équipements de stockage. Donc pareil, si on regarde les chiffres, un mail avec une pièce jointe de 1 méga, sur un ordi avec une connexion Wi-Fi, donc envoyé à un destinataire, c'est en moyenne, hein, tout dépend de ce qu'on était dans votre mail, 3,3 grammes de CO2. Alors, ça peut paraître... Minime. Ouais, Difficile de se rendre compte ce que mais ça quand on voit représente. la quantité d'emails C'est ça. qui transitent et qui sont aussi stockés dans les boîtes mail, bah, c'est tout de suite énorme. Et je regardais une stat là ce matin, en France, on a en moyenne entre 10 000 et 50 000 mails stockés dans nos boîtes mail, dans une boîte mail. Parce qu'en fait, on fait jamais le ménage. Parfois, on se dit, oh, j'ai bonne conscience, j'ai fait l'autre jour, je me désabonne à des newsletters. Ah, mais j'ai pas non plus supprimé encore tout le tas d'emails stockés gratuitement dans ma boîte mail. Et ça, bah, c'est du stockage, donc c'est extrêmement polluant. Donc, vous allez voir, il y a des façons de faire des emails plus légers. Et également, bah, ça c'est quand même très intéressant, le retour sur investissement. Bah, l'emailing, c'est un des canaux les plus efficaces pour engager et fidéliser vos clients. Et puis, bah, 80% des entreprises utilisent l'emailing. Donc, c'est beaucoup d'emails envoyés par les boîtes, reçus par leurs clients, professionnels, particuliers. Donc, c'est aussi un des canaux les plus compétitifs. Parce que 4 milliards d'emails qui sont envoyés par jour en France. Donc, comment je fais pour me démarquer? démarquer parmi tout ça. Donc, il va falloir répondre à 3 enjeux. Le premier, c'est comment je fais pour être ouvert. Ensuite, c'est bien que le mail soit ouvert, mais s'il est ouvert parce que vous avez horreur des petites notifications, j'ai des nouveaux mails, juste j'ouvre pour que ça me foute la paix et je ne lis pas, ça ne sert à rien. Ensuite, il faut que votre email soit lu. Et ensuite, il faut que votre email soit cliqué. Parce que bien sûr, dans un emailing, votre objectif, c'est d'emmener votre destinataire vers d'autres choses. Des contenus, un produit que vous lui poussez. Euh, donc, vous allez mesurer la performance de votre email aussi au clic qu'il va y avoir dans ce mail. Ça, c'est bien, c'est qu'on peut le savoir. Alors, déployer une stratégie mailing, voilà. Ça ne te fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur. Alors, c'est pas compliqué. Bon, ça demande un petit peu de temps de travail et de réflexion, hein, comme tout au final. Déjà, vous pouvez... Non, mais ça a l'air très simple. Oui, ça a l'air simple vu comme ça. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils en ligne. On en reparlera un petit peu plus tard, mais Sendinblue, Mailchimp pour les plus connus, qui nous permettent quand même de faire des choses assez simplement, sans avoir l'âme d'un créa, sans avoir l'âme technique, et qui permet d'envoyer des... On peut rédiger un petit message, envoyer à sa base de prospects, et puis hop, on peut se dire en 1 heure c'est réglé, mais bon, il y a des choses qui sont facilitées, mais ça demande quand même un petit peu de réflexion, surtout au démarrage quand on veut se lancer. Parce que effectivement, on peut se dire, je pars de zéro, j'ai aucune stratégie, ou juste. Donc en fait, plein d'entrain, j'ouvre Sendinblue. Je me dis, allez, je Ça a fais ça l'air avant génial. midi, Pour nickel. cette image, il nous a dit que Tout c'était est super. fait, c'est facile. Et puis bah là, angoisse de la page blanche. Souvent, ça révèle que, en fait, je sais pas trop ce que où je je veux vais, dire. quoi. Exactement. J'ai jamais créé de campagne. Ça aussi, hein, c'est un frein qu'on peut avoir. Première fois qu'on se lance, on n'a jamais fait ça, ça peut faire peur. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai envoyé une newsletter à 10 000 personnes, j'étais là, vous êtes Je clique, sûrs, hein? je clique Je pas. clique, hein. Voilà, j'ai eu mon stress la première fois. Heureusement, c'est passé depuis, mais... D'ailleurs, quand tu envoies un emailing, Mailchimp, il a une petite animation, Oui. il te fait genre, oh, yeah! Parce qu'il a compris le stress que tu avais. Exactement, c'est ça. Et puis, vous pouvez aussi avoir fait des emailing, mais vos résultats stagnent, ou alors juste vos résultats, vous savez pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est difficile de quantifier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Pareil, on va parler de cette partie statistique vers la fin du petit-déj.
Donc déjà, juste pour vous poser la question, alors on aime bien utiliser Slido, nous, pendant les petits déj pour faire réagir les personnes qui sont en direct sur le webinaire, mais vous allez pouvoir nous répondre aussi de vive voix. Est-ce que vous reconnaissez déjà dans l'une des situations, est-ce que vous avez déjà essayé de vous lancer dans l'emailing? Est-ce que vous en faites aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes des stars de l'emailing? Auquel cas, ça nous intéresse aussi, hein. Bien sûr. Ok. Ok, très bien. Ouais, j'en fais, moi ça m'arrive. Ouais. Très bien. Ouais, je l'ai fait aussi. Ok. Ok. Donc on a Et deux ça va, vous êtes à l'aise Nickel, c'est pour ça qu'on est là. Parfait. Très bien. Alors, je ne sais pas si le Slido est parti en même temps, parce qu'on a Emma qui gère la technique et Non. qui nous fait des petits allers-retours depuis tout à l'heure, et je me dis qu'il y a des trucs qui doivent pas exactement fonctionner comme elle veut. J'espère que ça va pour vous à distance. Bah, après, vous pouvez aussi utiliser le chat pour nous Oui, dire tout à fait, exactement. comment vous le sentez. Ouais. Bah, moi, je peux dire dans quoi je me reconnais. Non, parce que nous, on a eu l'expérience pour notre. Bah, c'est toujours plus facile aussi de bosser pour les autres que pour soi-même, je trouve. Oui. Ah, nous, c'est notre Oui, en habitude. agence, exactement. Nous, pour notre newsletter, on a mis beaucoup de temps à la relancer. Et alors qu'on maîtrise. Enfin, on a des créas, donc on maîtrise le design, on fait un truc super joli. Quand ils sont dispo, mais quand même, on a la chance d'avoir ces ressources-là. Mm. On connaît les outils d'emailing. C'est pareil, on a des compétences en rédaction, donc normalement, tout est là. Et en fait, c'est pareil, on bloquait. Et c'était parce que notre stratégie d'envoi d'emailing, elle n'était pas claire. Mm. Quand je dis, faut quand même se reposer la question d'objectif, on a beau le marteler et se poser la question sur tous les projets, on oublie parfois de se la poser pour soi-même. On se dit, ah, c'est bon, tout est clair, on produit déjà pas mal de contenu, on est sur une lancée. Puis en fait, bah, pour chaque nouveau type de communication, il faut se reposer ces questions-là. Et en fait, pour nous, ce qui nous a débloqué surtout, c'est quand on a eu suffisamment de contenu cohérent à proposer à nos clients que ça s'est naturellement débloqué. Ah bon, donc on a un peu de tout là. Ouais, donc le Slido est parti. Super. Ok, donc en gros, on est sur... J'ai déjà envoyé des campagnes, mais vous n'avez pas les résultats en direct. Ah si, vous les avez. Yes, C'est parfait. bien fait. Donc en gros, bon, vous connaissez déjà un petit peu et vous voulez vous améliorer, quoi. Ok, je reprends. Donc, on va essayer un peu de répondre là à ces différentes problématiques. C'est l'objectif de ce matin. Donc déjà, posez les bases de l'emailing et posez les bases de votre stratégie. Bon, tu viens de l'expliquer, il faut un objectif. Voilà, c'est le premier point qu'il faut se poser la question. Si vous avez besoin, vous pouvez vous relancer dans la bonne vieille méthode SMART. Donc, des objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels, c'est-à-dire définis dans un certain nombre de temps. Donc, effectivement, vos objectifs, faut pas qu'ils soient vagues, il faut que ce soit quelque chose d'assez précis, d'assez spécifique. Voilà, faut pas que ce soit juste j'aimerais faire une newsletter, ça marche pas. Ça peut être je veux atteindre un certain taux de conversion, ou ça peut être en termes de contenu aussi qu'on peut se mettre un objectif précis. Et parfois on peut se dire, non mais attends, j'ai mis un truc précis, genre je veux développer ma notoriété. Oui, ok, mais c'est pas quelque chose derrière que vous allez pouvoir mesurer, Ouais, c'est chiffrer. Ça, exactement. Un objectif mesurable, donc effectivement il faut pouvoir le quantifier et l'évaluer à un moment donné. Un objectif acceptable, donc là le but c'est effectivement de se dire est-ce que c'est réaliste aussi par rapport à mon objectif et par rapport à ce que je peux faire, par rapport aux moyens. Au temps que j'ai. Ouais. C'est ça. Est-ce que je peux faire appel à de la créa? Est-ce qu'il faut que je me débrouille par moi-même? Est-ce que je sais faire de la créa si je dois me débrouiller par moi-même, ou pas du tout? Dans ces cas-là, je vais sur un template tout fait. Un objectif réaliste, donc effectivement, on vient de redire un petit peu, préciser ça. Et puis, un objectif aussi qui est défini dans le temps. C'est-à-dire, je me laisse l'envoi de 3 newsletters sur 6 mois pour déjà voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'ai de l'amélioration sur mes 3 newsletters, ou au contraire, est-ce que ça va dans l'autre sens, voilà. C'est des exemples, hein. Après, le but, c'est justement de se définir des choses. Elle est là, la souris. Ah, parfait. On a la même. Mais elle est là. C'est très perturbant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lister tout ce que vous avez déjà aujourd'hui.
Parce que la difficulté quand on lance une newsletter, c'est d'écrire le contenu qu'on souhaite mettre. Et forcément, la rédaction de contenu, on le sait, c'est un sujet complexe pour tout le monde. Ça marche sur les emailing, mais ça marche pour toute la rédaction de contenu de manière générale. Donc, regardez déjà ce que vous avez en fait, parce qu'il y a forcément des choses que vous allez pouvoir valoriser. Et peut-être que dans un premier temps, votre début de stratégie va se baser sur des choses qui sont déjà existantes, que vous allez recycler. Et au fur et à mesure, vous allez vous mettre de la nouvelle rédaction de contenu. C'est un exemple, hein. Mm. Ou peut-être vous n'allez que recycler des choses aussi que vous écrivez un peu au fur et à mesure. Donc, c'est important de regarder un peu déjà derrière qu'est-ce que vous avez déjà fait, qui a de la valeur et que vous allez pouvoir mettre en avant. Alors, si vous faites des newsletters pour annoncer des événements à venir, bah, ça marche pas. Oui. Mais dans plein d'autres cas, vous avez peut-être plein de matières déjà super intéressantes à exploiter, quoi. Et moi, je trouve que c'est chouette parce que vous redonnez une vie à vos contenus, s'ils sont encore pertinents. Mm. Ou alors, peut-être, il y a des petites mises à jour à faire. Vous mettez à jour, je sais pas, les chiffres de cette année sur votre thématique pour votre contenu. Vous n'allez pas parler de chiffres de 2015, quoi. Mais parfois, ce que vous racontez est encore pertinent, quoi. Donc, exploitez cette matière-là. Puis, ça permet de se lancer dans cette dynamique. Et vous allez mettre votre énergie sur tout le reste qui constitue le travail d'un emailing. Mm. Et une fois que ça vous met dans une lancée, ça va être plus facile de produire de nouveaux contenus, je trouve. Effectivement. Après, vous pouvez regarder aussi les ressources que vous avez à votre disposition. Donc les ressources, ça peut être les ressources budgétaires. Est-ce que vous avez un budget pour faire appel à une agence, par exemple? Ça peut être les ressources humaines aussi. Est-ce que c'est vous seul qui gérez ça? Est-ce que vous confiez ça à quelqu'un de votre équipe? Cette personne-là, est-ce qu'elle a du temps pour ça? Est-ce qu'elle a les compétences, etc. Donc ça, c'est bien de se poser un petit peu les questions aussi pour justement se dire ce qui est réaliste ou non. Parce que si vous êtes overbooké et que vous vous dites je vais envoyer une newsletter tous les 15 jours, bon bah. Peut-être tous les trimestres, c'est bien, quoi. C'est déjà pas mal. Sinon, vous ne le ferez jamais, en fait. C'est ça. Donc, c'est pire. Et puis, faut se préparer aussi à itérer. Parce que c'est ce qu'on se disait sur les statistiques, donc on va en parler, on va vous donner quelques chiffres un peu à la suite, mais c'est très difficile de savoir est-ce que ma newsletter, est-ce que mon emailing a marché ou pas. C'est vraiment compliqué. Donc, ce qui peut être fait, c'est d'en envoyer plusieurs, de voir ce qui se fait, commencer à vous constituer, en fait, vous, vos propres statistiques, en fait, votre propre recul sur vos actions et de tester des choses. Est-ce que dans ma newsletter numéro 3, j'ai parlé un peu plus de ça, ou j'ai mis des boutons d'action un peu différents, un peu plus gros, dans une couleur plus marquante, je sais pas, ou mon contenu a un peu changé. Ça va vous permettre aussi de pouvoir tester et de se dire, bah, ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné, est-ce que je peux tirer des conclusions de ça? Il faut pas hésiter à... D'ailleurs, la première que vous allez faire, forcément, elle va être challengée au deuxième envoi, puis au troisième envoi, puis vous allez, au fur et à mesure, revoir comme ça les choses petit à petit. Après, petite règle de science de base, si vous faites varier 10 variables entre la newsletter 1 et 2, vous ne saurez pas ce qui a amélioré ou détérioré votre newsletter. Mais on va pouvoir utiliser aussi des stratégies de A/B testing, on en parlera peut-être un peu ouais, tout à l'heure. exactement. Et je fais le lien avec une remarque qu'on a eue sur Twitch au dernier petit-déj, qui était sur la rédaction de contenu. Je trouve que les thématiques sont liées. Tout à fait. Et on avait quelqu'un qui disait « Ah ouais, mais c'est dur de se dire « Allez, je rédige sans vouloir rendre la copie parfaite. » Enfin, moi, j'arrive pas, quoi. Il y a des gens, ils sont très perfectionnistes. Ils disent « Non, mais... » Et donc, je trouve qu'on peut se reconnaître aussi là-dedans en se disant « Non, mais l'emailing, je suis à la V52 et ça ne va toujours pas, je ne veux pas l'envoyer. » Il y a un moment, il faut l'envoyer, quoi. Donc, au pire, envoyez-le à un échantillon plus restreint et pas à toute votre base. Mais faut savoir s'arrêter pour tester et peut-être que votre V9 était déjà très bien. Si vous arrivez à V52 quand même, là... Ouais, on peut se poser quelques petites questions, quoi. Ouais, demandez de l'aide avant. Ok. Et donc, du coup, notre deuxième point, c'est comment est-ce qu'on crée une campagne efficace? Tiens, c'est celle-là toujours. Ah ouais. Attends, je vais la ranger, celle-là. Ouais. Très bien. Comment créer une campagne emailing efficace? Donc, en fait, on va se poser 4 questions très concrètes. À qui j'envoie mon emailing? Est-ce que j'envoie à toute ma base de données, à une partie? Comment je la segmente? Quoi? Qu'est-ce que je leur raconte? Comment? Quel logiciel je vais utiliser pour envoyer mes emails? Et quand? Quel jour? Quelle heure?
souvent une question qui nous est beaucoup posée. vrai. On va vous donner des trucs très précis là-dessus et aussi très... Ça va être encore une réponse de Normand. Exactement. Alors, à qui j'écris? Donc, déjà, pour envoyer des emails, il faut se constituer... Je recommence, Vas-y. j'ai bugué. Il faut se constituer une base de coordonnées de clients et de prospects. Et cette base, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Donc, d'ailleurs, plus votre base est qualifiée, meilleurs sont bien sûr vos taux d'engagement derrière. Alors parfois on se dit bah ouais mais moi je veux me lancer, je suis à fond, je veux communiquer à plein de gens mais je n'ai pas cette base d'email. Alors il fut un temps où on achetait, où on louait des bases email. Peut-être ça existe encore. Je pense que ça existe Je encore, doute mais de leur qualité. c'est ça. D'ailleurs, parfois, vous recevez-vous des emails de boîtes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et c'est parce qu'elles ont acheté votre email qui se retrouvait dans une base à un autre partenaire. Généralement, c'est pas très bien reçu, quoi. Donc, dans ce cas-là, quand on part de zéro, il va falloir se créer, se développer une base de contacts. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Et si vous avez un site internet, ça peut être le premier point de départ pour la création de votre liste de contacts. Parce que les gens qui sont sur votre site, ils sont déjà un petit peu intéressés par votre activité, par votre marque, vos produits. Donc, c'est déjà un premier niveau de qualification de ces contacts-là. Donc, on va se lancer dans une campagne d'acquisition. Alors, il y a différentes façons de le faire. C'est un échange, en fait, parce qu'un email, ça a de la valeur. Donc, vous pouvez échanger un email contre un bon de réduction, par exemple. Ouais. C'est beaucoup fait dans l'e-commerce. Vous allez avoir 10%, les frais de port gratuits, etc. en échange de votre adresse email. Donc, ça montre bien que votre mail, il a de la valeur. Vous pouvez offrir des contenus premium, c'est-à-dire en vous abonnant à une newsletter, vous allez être invité à des événements dédiés à notre communauté, où vous allez recevoir le fameux truc de l'inbound marketing, je télécharge un livre blanc en échange de mon adresse email. Donc après, il faut vraiment apporter des contenus à forte valeur ajoutée, parce que, encore une fois, donner votre email, c'est une vraie transaction, donc il faut que vous ayez de la valeur en face. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je remplis le formulaire, je donne mon mail, je donne des infos sur moi, et puis derrière, je reçois un truc. J'aurais pu le trouver partout sur Internet, très peu détaillé, et là, l'image de la marque, elle est un peu détériorée parce que vous êtes un peu agacé finalement. Vous pouvez organiser un jeu concours. Alors, quand même, attention, tu m'en parlais cette semaine en disant il y a des gens qui sont spécialistes des jeux concours, qui vont aller se mettre dans plein de bases pour essayer de gagner des trucs. Donc, je ne baserai pas ma stratégie 100% là-dessus. Mais ça peut fonctionner. Dans ce cas-là, il faut que ce que vous offrez soit en lien avec ce que vous vendez. C'est-à-dire, nous, j'allais dire un exemple, mais ça ne marche pas pour l'agence. Mais si vous vendez des chaussettes, ne faites pas gagner des iPhones, quoi. Les gens vont être intéressés par le gain et pas par votre marque, donc vous n'allez pas avoir une base qualifiée, quoi. J'allais dire pour concept image, on est dans le digital, les iPhones, mais non, ça marche pas non plus. Oui. Non, ça marche pas. Pas gagner un iPhone, de toute façon, ça marche pas. Non, ouais, voilà. Donc après, vous pouvez faire la promotion de votre newsletter sur vos réseaux sociaux. Si vous avez un lieu physique, une boutique ou un lieu d'accueil, c'est pareil. Vous pouvez installer une borne pour que les gens s'inscrivent ou sensibiliser les personnes qui sont en lien avec les publics, de dire si ça vous intéresse, inscrivez-vous à notre newsletter, vous allez recevoir ça, c'est intéressant, etc. Donc ça se fait un par un, donc c'est un peu frustrant. En plus, attendez, s'il faut qu'on demande à chaque personne, vous voulez bien me donner votre mail, on n'a pas fini. En fait, il faut coupler différentes stratégies et quand même être patient. Oui. Vous pouvez lancer un programme de fidélité, de parrainage. Et puis même dans vos événements, dans vos salons, c'est des opportunités aussi pour récolter des mails. Et puis vos clients avec qui vous bossez déjà, vous avez le droit de leur envoyer des mails. En tout cas, c'est plus facile de faire une campagne pour leur redemander leur consentement pour s'inscrire à votre newsletter. C'est quand même des gens à qui vous avez accès plus facilement. Et votre base de données, elle doit être propre. Donc si vous ressortez, vous dites ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'emailing, mais c'est vrai que moi j'ai 10 000 contacts qui pioncent là dans un fichier, je vais les ressortir. Donc faites un peu de ménage. L'objectif, c'est de toucher de manière qualitative et pas juste quantitative. Parce que de toute façon, si vous faites un énorme emailing comme ça à une base,
vous risquez d'avoir des Mm. désabonnements, des stats qui sont pas super. Ça va vous coûter cher. Et puis, bon, pas sûr que ça vous donne plus de résultats que d'envoyer à une base beaucoup plus restreinte et beaucoup plus qualifiée. Et puis, en ayant une base de données propre, vous allez aussi limiter votre impact environnemental, parce qu'en fait, vous allez envoyer des mails à moins de monde. Mais c'est dur, hein, d'accepter Mm. d'envoyer à moins de monde. Je suis pleine d'empathie pour les gens qui arrivent à faire ce travail. Alors, comment je fais pour nettoyer ma base? Clairement, vous n'allez pas ouvrir votre Excel et regarder ligne par ligne. Ah ouais, c'est vrai, lui, c'est parti de la boîte, donc je l'enlève. Bon, vous n'avez pas fini, quoi. Bah, si vous Certaines avez visions de 500 l'enfer de contacts, vos journées de travail. si vous avez 500 contacts, ça peut être jouable. Si vous en avez 10 000, ne faites pas ça. Non. Donc, ça consiste en quoi? Un nettoyage de base mail, de base d'email. C'est supprimer les doublons, supprimer les vieux contacts, pas les gens vieux, hein. Euh, Donc, Non. ceux que vous connaissez plus, qui sont plus dans les boîtes, il y a du turnover, voilà, ça sert à rien d'envoyer des mails à ces gens-là. Supprimez les contacts qui sont inutiles. Donc, si vous aviez dans votre base tous les gens avec qui vous correspondez et qu'en fait, il y a vos fournisseurs, ils vont rien vous acheter dans votre... ça sert à rien d'envoyer des mails. Et puis, c'est aussi ça peut être tous les mails qui sont pas qualifiés, genre info, contact, qui tombent, on ne sait pas. Ouais, dans une boîte mail générique, mais qui n'est pas forcément lue, quoi. Voilà. Donc, je vous rassure, il y a des outils qui le font. Donc là, c'est 4 outils qui vont faire le ménage pour vous. Donc, Cat and Verify, Zero Bounce, Never Bounce et ClearMail. Donc, en gros, ils vont détecter dans votre base les adresses email. Donc, ils vont faire le tri entre les valides, les adresses email invalides, donc c'est celles qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Les adresses mail jetables, donc c'est les gens, vous savez, qui utilisent des adresses mail temporaires. J'ai du mal ce matin. Et puis les adresses inconnues. Pour info, vous retrouverez tout ce contenu, les notes avec les outils, etc. Donc en replay, et puis la presse aussi que vous pourrez télécharger sur notre blog. Oui, tout à fait. Que Emma vous envoie après le petit-déj. On voit les notes qui commencent à Non, mais sortir. vous pouvez noter, c'est très bien. Moi, j'aime bien noter, c'est comme ça que j'imprime. Donc chacun sa méthode, mais en tout cas, sachez que toute la matière sera dispo. Tout à fait. Et puis, donc, vous allez pouvoir segmenter votre base de données. Pour moi, c'est l'étape 2 après le nettoyage. Donc, par exemple, nous, à l'agence, on a des listes pour chaque webinaire, comme celui de ce matin. Et on a une autre liste qui regroupe l'ensemble des gens qui sont inscrits au petit-déj. Et puis ensuite, on a une newsletter plus globale auprès des gens qui sont inscrits à ces communications de façon plus large. Donc, on va avoir plusieurs segments. Donc, vous allez pouvoir... après, c'est du marketing, quoi, hein, en fonction de ce qu'ils vous achètent, leur profil, leur zone géographique, si c'est pertinent, leur centre d'intérêt. On peut même segmenter en fonction des actions qu'ils ont fait sur votre site. Donc, là, on tombe plus sur tout ce qui va être marketing, automation. Mais en tout cas, on peut aller très, très loin sur la segmentation. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de personnaliser vos mails, de proposer des contenus plus ciblés, bien sûr, à chaque segment. Et donc, normalement, d'obtenir de meilleurs résultats. Et puis, comme a priori, vous allez envoyer moins de mails parce que vous envoyez des communications ciblées, c'est pareil, d'un point de vue écologique, c'est plus intelligent. Après, je suis quand même un peu prudente sur cette idée de la segmentation parce que plusieurs fois, en discutant avec des clients, on part vite en se disant, parce que sur le papier, c'est très bien de segmenter. On fait des super slides, on se dit, ah ouais, alors on va faire un segment comme ça, un segment comme ça, un segment comme ça, c'est super personnalisé. Et ça, c'est un travail énorme. Parce que déjà, si on a du mal à produire nos contenus de base, imaginez si vous segmentez sur 5 bases, c'est beaucoup de travail en plus. Donc c'est pareil, le mieux est l'ennemi du bien. Parfois, à sursegmenter, on fait pas parce qu'on a vu trop ambitieux, quoi. Donc je le ferai vraiment par étapes. Et une fois que vous arrivez à avoir peut-être 2 segments et que ça roule, vous dites peut-être je vais redécouper plutôt que de se dire direct je monte une usine à gaz. Et ensuite, donc une fois que le ménage est fait, donc votre base est propre, donc gardez-la propre. Vous allez pouvoir ajouter des vérifications techniques dans les champs des formulaires d'inscription. Par exemple, si je dois m'inscrire à votre newsletter sur votre site internet, on va pouvoir vérifier que ce que je mets dans le champ,
va pouvoir être validé que si j'ai une arrobase par exemple dedans. Ça évite d'avoir des gens qui polluent votre base avec des caractères qui ne ressemblent à rien. Bon, c'est pas le gros Oui, volume, hein, mais bon, ça peut arriver. ça coûte pas cher et ça fait déjà une première vérification. Utilisez aussi le double opt-in. Donc, ça veut dire la personne qui reçoit votre newsletter, elle a vraiment dit oui pour recevoir votre newsletter. Ça veut dire quoi? C'est sur votre site, par exemple, elle va s'inscrire. Alors, pour être conforme RGPD, il faut cocher la case oui, j'accepte d'être contacté par la marque, etc. Ça, c'est le premier élément. Je clique sur valider. Et derrière, je vais peut-être recevoir un mail me disant vous avez demandé à vous inscrire aux communications de telle marque. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Est-ce que c'est bien vous qui êtes à l'initiative? Paf, je clique. C'est ça le double opt-in. Ça veut dire j'ai dit oui sur le site, j'ai redit oui dans votre boîte mail. Donc là, normalement, vous avez des gens qui sont motivés. Ensuite, vous allez pouvoir identifier ce qu'on appelle les soft bounce et les hard bounce. Donc, c'est les erreurs sur les mails. Ouais, c'est ça. Au moment où vous envoyez votre newsletter, vous avez votre outil qui va vous faire un retour sur justement les idées d'adresses email plutôt qui n'aboutissent pas en fait. Donc soit les adresses les messageries sont pleines, ça c'est les soft bounce, donc on réessaiera quand même plus tard de renvoyer un mail. Soit les hard bounce où là c'est l'adresse n'existe plus, l'adresse est fermée. Donc là, on pourra les supprimer de la Donc base. là c'est supprimé automatiquement. Ça c'est bien fait, les outils le font de manière automatique. Les outils d'envoi d'emailing. Ouais, tout à fait. Vous allez pouvoir aussi désinscrire vos contacts inactifs. Ça, c'est pareil, c'est dur de leur dire au revoir, mais de toute façon, ils font rien, ils vous lisent pas, donc Ça sert à rien. ils pourront revenir hein, d'eux-mêmes. Mais c'est dur. Vous pouvez aussi, ces gens-là, leur envoyer un mail pour leur dire ça fait longtemps que peut-être il est temps de se quitter, mais si vous n'avez pas envie, nous on veut bien rester en contact et faites-le nous savoir. Et comme ça, vous allez pouvoir éventuellement repêcher quelques contacts et puis dire au revoir aux autres. Ça se fait un petit peu, on le voit pas beaucoup, mais ça se fait un petit peu souvent quand on a 6 mois d'inactivité sur un site ou 6 mois d'inactivité sur la newsletter, on reçoit un email qui nous dit est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que ça vous intéresse? Bravo aux marques qui le font, parce que ça veut dire qu'elles sont capables de se priver de certaines datas qu'elles avaient pourtant collectées. Donc c'est plutôt à saluer de leur part. Ouais, et ça donne une bonne image de la marque, je trouve. Exactement. Et je voulais juste compléter sur l'opt-in, sur le double opt-in. Ouais. Juste pour dire, l'opt-in, le premier niveau d'opt-in est obligatoire avec les RGPD. Le double opt-in n'est pas obligatoire chez nous. Oui. Je crois qu'il y a des pays en Europe qui le sont, notamment en Allemagne, ils sont pas mal friands de ça. En tout cas, il y a quelques années, ils le faisaient. Mais c'est pas une obligation légale. Déjà, niveau 1, c'est bien, tout le monde ne le fait pas. Oui. Donc voilà, on vient d'en parler. Donc votre base de données, elle doit respecter le RGPD. Donc c'est la partie juridique de ce petit-déj, donc la plus intéressante bien sûr. Et c'est important, ça va, c'est quand même rentré dans les usages. Mais pour ceux qui démarraient sur l'emailing, peuvent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc c'est le règlement général sur la protection des données. Donc en fait, ça vise à limiter l'usage abusif et intempestif des emails. Donc c'est en gros, les marques ont le droit d'envoyer des emails qu'aux gens qui ont consenti à recevoir des emails de cette marque. Donc, je ne peux pas choper des mails comme ça et puis leur écrire. Enfin, vous pourrez leur envoyer un mail avec votre Outlook, mais pas leur balancer des emailing. Ouais. Donc, le consentement, il doit être obligatoire et proactif. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir cette case qui est précochée par défaut. C'est vrai. Il faut vraiment que ce soit une action de l'utilisateur c'est moi-même qui coche la case pour accepter les newsletters. Et au début, quand le RGPD est rentré en vigueur, il y a plein de marques qui Bien sûr. Il fallait le décocher. Mais non, c'est pas... l'opt-out. Donc là, c'est vraiment un opt-in, c'est une action de l'utilisateur. Et en parallèle, il faut aussi que les gens puissent se désabonner. Donc, vous voyez, quand vous recevez des emailings, vous avez un petit pied de page qui dit pour vous désabonner. Et d'ailleurs, quand vous voulez vous désabonner et qu'il n'y a pas ce truc, c'est extrêmement agaçant. C'est très, très pénible. Donc, c'est important de l'avoir. C'est pareil, de toute façon, utiliser les outils d'emailing, ils le proposent. Donc, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec ça. On peut pas l'enlever, je crois. On peut mettre un fond de la même couleur que... Ouais, mais c'est pas cool. Ah ouais. on nous dit dans la salle, il y a une filoute avec nous ce matin. Ou alors tu as été berné. Effectivement, écrire en blanc sur blanc. C'est à l'ancienne, hein, c'est le SEO d'il y a très longtemps. Donc non. Après, c'est une histoire d'image aussi, donc... Exactement. De toute façon, c'est un peu inévitable. Je veux me désabonner, je trouve pas le lien de désabonnement, je mets en spam. Et là, c'est pas bon pour vos stats dans votre outil d'emailing.
Et d'ailleurs, si vous ressortez une vieille base de données sortie de nulle part et que vous l'importez sur un outil d'emailing, vous prenez Mailchimp, vous importez 20 000 contacts d'un coup, il va vous demander d'où sortent vos contacts. Donc, et parfois aussi, il arrive que les outils d'emailing vous bloquent votre compte s'ils ont l'impression que vous avez envoyé des emails n'importe comment sans consentement parce que ça se voit dans vos stats derrière. Donc de toute façon, je jouais pas à ça. Clair. Les outils maintenant sont quand même bien réglo là-dessus, plus que nous, des fois. Voilà, donc bah, pas d'accord, pas de newsletter, pas de chocolat. Et ouais, bah, on en parlait à l'instant, en fait. Bah Ne oui, faites pas ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, quoi. tout simplement. Mais on peut être tenté, donc mettez-vous à la place des gens qui vont recevoir vos mails. Alors, qu'est-ce que je raconte maintenant? Qu'est-ce qu'on dit? Le contenu, bah, vous allez pouvoir parler plein de choses. Vous pouvez faire la promo de votre société, de certains produits. Vous pouvez parler d'une promotion aussi, les soldes par exemple, ou voilà, quelque chose d'un peu plus court. Vous pouvez parler aussi tout simplement de vos produits, hein, sans forcément avoir une promotion associée. Ça peut être les services, ça peut être du contenu aussi, tout simplement. Bah, vous avez plein de choses. Vous pouvez là, pour le coup, évoquer ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Le seul point qui est vraiment important à avoir en tête, c'est qu'il faut que le contenu soit pertinent. Parce que, en fait, ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire. Ça vous prend du temps de faire de l'emailing. L'objectif, c'est que ce soit lu, enfin ouvert, lu, cliqué. Donc, de fait, il faut que votre contenu, ça intéresse votre base. Si jamais ça les intéresse pas, bah, forcément, vous allez taper un peu à côté et vos stats vont être mauvaises. Donc, l'idée, c'est aussi de regarder si vous avez des moyens d'améliorer en termes de fréquence d'envoi, en termes d'heures d'envoi, etc. Ça peut aussi être lié par rapport à votre contenu plus ou moins pertinent. Et puis, bah, faut toujours avoir en tête, c'est ça, l'engagement en fond. Euh, on va En vous fait, on montrer en des revient exemples. à toute la réflexion d'ailleurs, qu'on a abordé dans d'autres petits-déj. Je fais la pub pour d'autres petits-déj. Non, mais sur tout ce qui est stratégie de marketing de contenu, Ouais, rédiger du contenu qui intéresse mes cibles. En fait, c'est toujours ça le cœur. C'est d'abord qu'est-ce que je peux apporter comme contenu qui va avoir de la valeur pour mes cibles. Vaste question. c'est pas toujours C'est ça qui est facile. intéressant aussi. On va regarder peut-être quelques exemples. Je Ouais, trouve que c'est... exactement. Là, on vous montre l'exemple notamment de Petit Bateau. Donc Petit Bateau, tout le monde connaît, hein, c'est des vêtements pour enfants et adultes d'ailleurs, qui existent depuis de nombreuses années, donc qui est quand même pas mal implanté dans la tête des Français. Et eux, là, par exemple, l'exemple qu'on vous présente, ils sont pas dans la promotion et dans la présentation de leurs produits, ils ont Ils ont sûrement, hein, ça, hein. ils ont Tu sûrement reçois quand même d'autres. des photos de marinières assez Voilà, fréquemment si tu es c'est ça. inscrit dans leur base. Qui n'a pas son petit ciré petit bateau. Donc, donc voilà, mais en tout cas là sur ce choix-là d'emailing, ils sont vraiment plutôt sur, là ils mettent en avant la qualité, la durabilité de leurs produits, donc sur la fabrication. Voilà, il y a quatre exemples un peu clés, puis bon, ils mettent ça dans une jolie forme avec une petite typo sympa, des petites illustrations, Ouais, etc. c'est sûr, c'est travaillé. Mais sur le fond, c'est intéressant. C'est que ils vont, en fait, pour montrer la qualité de leur produit, le Mm. fait que ça dure dans le temps, une fringue petit bateau, là, dans cet email, ils vont aller sur comment faire vivre ma marinière, en gros, quoi. Donc, elle est tachée, elle est abîmée, ben, ne l'achetez pas. En fait, on vous donne des conseils pour lui donner Pour une la autre vie, quoi. récupérer, tout à Exactement. fait. Et donc là, on voit d'ailleurs, il y a des petits... Des il y a des petites petits tutos, on voit les petits pictos YouTube, donc on a même accès à des tutos, Ah, donc des c'est du vidéos, tout à contenu qui fait. peut avoir de la valeur ajoutée. Exactement. Même si toi tu m'as dit, oh, bah, quand j'ai une galère sur une fringue, Je vais voir ma maman ou ma belle-maman. Du coup, on se demandait à partir de quel moment ce seront nous qui deviendrons les mamans qui géreront les affaires de et on nos ira voir ces enfants. tutos sur YouTube pour nous aider à se C'est débrouiller. ça, tout à fait. Mais j'ai compris que quelqu'un voulait le faire en tout cas, et que c'était possible. Donc voilà, du coup, ça donne un exemple. Et au final, en plus, c'est malin parce que dans les illustrations qu'ils ont utilisées, on reconnaît le ciré iconique, comme ils Mhm. l'appellent. On reconnaît la marinière. Alors là, il y a un petit dessin, parce que ça doit être une tâche. Excès de gourmandise, comme ils disent. Donc en plus, on repère leurs produits sans qu'ils en aient parlé directement.
Et là, un autre exemple, c'est En Garde. C'est toi, Elisabeth, qui proposait cet exemple-là. Donc, Ouais. c'est des espadrilles qui font des chaussons aussi. J'ai retenu la partie chaussons, mais ils font des espadrilles classiques. Exactement. On vous raconte notre vie, C'est c'est clair. terrible. On a dérivé pendant qu'on a préparé le petit-déj. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, donc pareil, ils sont pas du tout dans la présentation de leurs produits. Et ils ont ces mails-là aussi. Bien Mais sûr, en complément. Et ici, en fait, ils sont plutôt pour avoir des retours sur leurs produits. Donc, c'est-à-dire que bah, peut-être tu avais acheté toi-même des espadrilles En voilà. Garde, tu as reçu cet emailing quelques temps plus tard, et dans lequel, en fait, on te propose de répondre à un questionnaire pour témoigner est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que tu as quelque chose à améliorer? Est-ce Ouais. que ce qui t'a plu? À la fois sur le produit, mais peut-être à la fois aussi sur l'envoi, le process, toute la Exactement. Et communication. même, alors, juste pour préciser, c'était pas un questionnaire pour recueillir mon avis, genre Trustpilot ou une note sur Mm. le site, hein. C'était vraiment pour savoir ce que j'avais pensé du produit. Je crois même ils invitaient, alors je sais plus si c'est eu ou une autre marque, mais j'ai reçu aussi des emails m'invitant des gens de focus group, quoi. En vidéo, on fait des sessions avec nos clients pour savoir ce qu'ils pensent de nos produits. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, c'est pas juste un emailing, hein, c'est toute une démarche. Et Mm. l'emailing, c'est la dernière étape de Oui, ce c'est type de démarche. la communication. Et c'est hyper intéressant parce que bah, la marque, elle vous parle différemment. Elle montre qu'elle veut challenger ses produits, que l'avis de ses clients est important. Mm. Et donc, en termes d'image, c'est énorme. Et par ailleurs, donc je pense que c'était pas juste un formulaire, parce qu'il proposait ensuite dans le texte, quand on regarde, hein, il propose en fait, on est rétribué pour ce temps passé. Donc, ça donne avec ça une assez grosse promo d'ailleurs sur le site. Mm. Mais l'objet, c'est pas code promo En Garde. C'était quoi? C'était aidez-nous à mieux vous comprendre. Donc, si moi, avec cet objet, j'ai été intriguée, donc j'y vais pas juste pour l'appât du gain. J'y vais parce qu'en fait, ça m'intéresse de dialoguer avec la marque. Oui, tout à fait. Et derrière, ils sont réglo parce que je vais peut-être passer 1 heure en visio avec eux. Donc, mais Tu vas d'ailleurs, bien ils, être ils content. pourraient avoir cette démarche sans même rémunérer les utilisateurs. Peut-être que ça fonctionnerait. C'est possible aussi, hein. Et visuellement, le mail est ultra simple, vous voyez. Enfin, tout est dans la démarche finalement. Il y a une image, un texte, un bouton, c'est tout, quoi. Exactement, c'est très simple. Effectivement, tu as raison, je crois que c'était il nous appelle. Ouais. C'est écrit, Ah ouais, mais ok. j'arrive pas à déchiffrer là, mais effectivement, je crois que c'était un appel de 30 minutes. Mm. On nous demande aussi comment faire Ah en oui. B2B, parce que là, c'est vrai qu'on a des exemples plutôt en B2C. Mm. Sans se vendre à fond, parce que se vendre par mail, enfin, genre, envoyer des mails de pub, c'est pas forcément intéressant. Mm. On va vous montrer aussi quelques exemples. initiatives, ouais, par la suite. Donc voilà, ce qu'on veut dire tout, c'est il faut apporter des contenus qui ont de la valeur ajoutée. Voilà, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner pour débuter et puis aussi pour améliorer la qualité de vos campagnes au fur et à mesure. Et là, c'est toujours la même chose. C'est parler à votre cible, en fait. Discuter avec vos clients, vos prospects, essayer de voir c'est quoi leurs besoins au quotidien, sur quoi ils butent, qu'est-ce qui les intéresse, peut-être des contenus qui sont intéressants pour eux, mais ils n'ont rien trouvé qui répondent vraiment à leurs besoins sur Internet parce que c'est trop détaillé, ou ça survole trop, ou c'est pas assez pratique. Mm. Exploiter tous ces retours pour vous dire, ah bah tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dessus, quoi. Et on peut se dire, ouais, mais déjà tout existe sur Internet, qu'est-ce que moi je pourrais apporter de différent? Bah, peut-être c'est dans la façon de vous adresser à votre cible. Vous allez peut-être être plus pédagogique, plus direct, avoir une touche d'humour. Au contraire, être hyper rigoureux et détaillé. Mm. Et l'angle que vous allez avoir, qui correspond à la stratégie de votre marque, ça va faire que votre contenu il va être unique, quoi. Puis il y a aussi un autre facteur, c'est que justement, il existe tellement de choses sur Internet qu'à un moment donné, on ne sait plus où est la vérité. Tellement on a de contenu. En fait, la vérité, elle est peut-être un petit peu partout, mais peut-être qu'on fait plus confiance à un blog, une société, un Mm. produit. Donc, les gens avec qui vous travaillez au quotidien, forcément, il vous faut confiance. Donc, peut-être que vous allez redire des choses que votre concurrent a déjà dit, mais juste vous allez le dire déjà avec votre touche à vous, un peu différemment. Et puis de fait, la relation étant déjà instaurée, le message va être aussi mieux perçu.
Et en fait, vous allez leur apporter de la valeur en faisant cette curation de contenu gigantesque qui Oui. existe sur Internet. Ça aussi, ça a de la Oui, valeur. oui, oui, exactement. Il faut aussi penser à l'aspect esthétique. Parce qu'on a beaucoup parlé du Et fond. c'est important parce que souvent, on se lance sur « Ah, je vais faire un truc beau. Ah, qu'est-ce que j'écris ?» Donc, ne faites pas des Bien templates sûr, d'emailing en lorem ipsum, s'il vous plaît. aucun intérêt. Et après, bah voilà, donc pour la forme, du coup, si vous avez déjà un joli visuel, un titre accrocheur, et puis un message clairement identifié, ça va déjà répondre à un objectif, à votre objectif. C'est quand même euh, assez simple. C'est pas facile hein, de faire du beau quand c'est pas notre métier, clairement. Enfin, nous, on le sait. Nous, on travaille avec des gens dont c'est le métier, donc des fois, on se Toi, en dit, plus, on est complexé, quoi. voilà, exactement. Bon, on s'inspire aussi d'eux, donc c'est plus facile quand même. Vaut mieux faire quelque chose de simple, d'efficace, sans trop de couleurs, sans trop de typos, sans trop de texte, sans trop de boutons dans tous les sens, quelque chose de vraiment cadré, plutôt que de vouloir surcharger Ouais. Un email, c'est pas une l'email. plaquette, c'est pas une page web. Exactement, Pensez que plein de gens vont le lire là-dessus, en 2 clairement. secondes. Ouais, Donc, de toute façon, si c'est trop complexe, trop détaillé, ça va carrément vous desservir. Donc, ouais, déjà, vous allez passer des plombs à ajuster des trucs et ça va vous desservir. Et l'autre élément, c'est que tout le monde ne l'ouvre pas avec la même boîte mail. Et d'une boîte mail à l'autre, l'affichage change. oui. Donc, vous faites vos jolis angles autour de vos boutons. Là, vous avez fait un joli style. Ça marche super sur Gmail. C'est pété sur Outlook. Vous corrigez. C'est bien sur Outlook. Ça a pété sur Gmail. Combien de fois on a vécu ça pour des clients? Donc, plus vous faites Mm, simple, moins vous avez ces problèmes d'affichage selon les clients mail aussi. exactement. Si vous avez une charte graphique, c'est l'occasion de la respecter, de s'en inspirer. Donc reprenez vos couleurs. Au niveau des typos, on vous recommande de quand même plutôt utiliser les typos systèmes très simples qui sont Ouais. proposés dans les outils d'emailing parce que justement, les typos, ça fait partie des bugs qu'on peut avoir selon chaque Mm. lecteur de messagerie. Donc partez sur, tant pis, une typo qui n'est pas forcément dans votre charte, un petit Arial basique ou un trébuchet MS là. Au moins, vous êtes sûr que tout le monde lise bien, que votre contenu soit bien affiché. Ça, c'est un peu frustrant hein, d'abandonner sa typo, mais Oui. bon. On y arrive un peu, mais on faisait encore On des est un peu essais hier. frustrés. Emma faisait des essais hier encore. Mais oui, on est un peu frustrés, mais c'est pas grave. Il vaut mieux, même si ça s'améliore, hein, quand même aussi, les outils ils s'améliorent sur ce sujet-là, mais Mm. Efficacité. exactement, c'est ça. En fait, c'est tout bête, mais si vous faites un truc très simple, joli, les gens vont dire ah ouais, c'est bien. Alors que si vous faites un truc compliqué avec un tout petit détail qui sort, les gens vont dire ah, c'est dommage, ça marche pas. Mm. Alors qu'en fait, vous êtes On pris la s'est tête. tiré une balle dans le pied, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et aussi, donc, pensez à hiérarchiser votre contenu. Donc ça, c'est un sujet qu'on a évoqué aussi lors d'un précédent petit-déj. C'est comment est-ce que, enfin, dans quel sens j'écris mes contenus. Donc en fait, on part du principe, c'est une technique de la pyramide inversée, c'est-à-dire que on va, c'est vrai qu'on a tous une capacité un petit peu d'attention assez courte. Surtout si on lit notre newsletter sur mobile le matin au petit-déj et qu'on en a reçu 5, bon, autant vous dire que la cinquième, je sais pas si elle est lue, sauf si vraiment elle vous intéresse. Donc, c'est une technique qui fonctionne pour la rédaction web, qui fonctionne aussi pour les emailing. L'objectif, c'est on commence par les informations les plus importantes et au fur et à mesure que le contenu se défile, on va aller dans la précision et dans ce qui est aussi peut-être le moins important. Donc si vous avez un gros message clé, bah, mettez-le en premier, tout Et parfois, simplement. parce qu'on a beaucoup, c'est très français, on a beaucoup appris à l'école. Alors d'abord, on prend Une une intro, intro, après on va détailler le sujet, puis la conclusion. Non, 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 mais les gens, ils vont pas aller jusqu'à votre conclusion. Enfin, pas tous. Donc, ben, allez-y et lâchez le ah ouais, mais peut-être qu'ils vont pas lire. C'est pas grave. En fait, si votre message clé, il est lu, il est mis en premier. c'est très bien. Et si les gens que vous touchez sont intéressés, ont le temps, ils vont lire jusqu'au bout. Ouais, complètement.
Ah, pas mal de trucs à lâcher, hein. D'ailleurs, quand on écrivait nos copies de rédac de français, est-ce que vraiment tout le monde allait jusqu'à la conclusion dans ceux qui nous en lisaient? Ouais, c'est On n'est vrai. pas sûr. Ils nous ont Petit jamais dit, message les s'il profs. y a des profs sur ce webinaire. Hein, parce que On veut la vérité. quand vous avez 30 copies à lire, on est d'accord, c'est que comme nos 10 newsletters au petit-déj le matin, je suis pas sûre que vous lisez tout, hein. Et puis, pensez aussi du coup au bouton d'appel à l'action. Donc bon, bah, ça c'est évident, c'est une règle d'ergonomie très basique sur les sites internet, ça marche aussi sur les newsletters et les emailing. Prévoyez des bons gros boutons efficaces. Il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que vous ne pouvez pas non plus demander trop d'actions à un utilisateur. Mais vous pouvez en faire comme dans l'exemple d'Enguarde, là, il n'y en avait qu'un. Mm. Ça fonctionne très bien. Il en faut un minimum un quand même, parce que l'objectif, c'est qu'on soit cliqué. Et puis, vous pouvez voilà, en compléter, et l'utilisateur cliquera après sur ce qu'il veut, mais il faut qu'il soit bien identifié, il faut qu'il soit clair, pas un petit lien dans un texte, vraiment un bon Ouais. bouton. N'ayez pas peur, on peut se dire, c'est un peu too much. Ah non, c'est pas grave, hein. Allez-y, hein. C'est ça, exactement. Et puis, vous pouvez aussi répéter, hein, vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez un message principal, le mettre en haut et puis le répéter une deuxième fois en bas, c'est aussi possible. Mm. Là, on rejoint des techniques d'ergonomie de construction de site, en fait, un peu plus classiques, quoi. Pensez à l'objet de votre emailing. Parce que, Souvent le truc qu'on galère et on le fait à la voilà, fin. exactement. Bah, si Non, vous mais le faites c'est à la assez fin, c'est logique. pas grave, Non, mais en tout cas, non, faut y mais genre réfléchir. 5 minutes avant de l'envoyer normalement, quoi. En fait, il fallait faire quoi? Parce que, bah, tout simplement, c'est ça que vous voyez, en fait, hein, dans votre boîte mail quand vous l'ouvrez. On se dit maximum 50 caractères. Donc ça, pareil, ça dépend de chaque lecteur de messagerie. Il y en a qui en affichent plus ou moins. Puis selon l'affichage que vous-même vous décidez de votre messagerie, Mm. vous voyez plus ou moins l'objet. Donc il y a une règle qui dit que c'est autour de 50 caractères, donc c'est déjà pas mal. Euh, et puis, ce qui est important, c'est que en fait, votre objet, bah, il décrit en fait de quoi vous allez parler dans la newsletter, tout simplement. C'est votre titre en fait, c'est votre résumé slash titre. Et puis, ça peut être pas mal de mettre le nom de l'expéditeur si jamais vous l'avez, enfin la personne à qui vous Non, du adressez. destinataire. Oui, du Ouais. destinataire. Genre, Julie, ce mail va vous intéresser. 26% de chances de plus que tu ouvres. Eh oui, incroyable. Parce que souvent, dans votre outil, vous allez avoir l'adresse email, mais si votre base est bien qualifiée, vous avez aussi le nom, le prénom de la personne. Donc, si vraiment votre base est bien qualifiée, hein, parce que si elle ne l'est pas, ne l'utilisez pas. Dans ces cas-là, effectivement, vous pouvez insérer Une automatiquement variable. une variable et ça met le prénom de la personne. Donc, effectivement, il y a une stat qui dit plus 26% d'ouverture grâce à ça. Donc, why not? À tester si vous l'avez. Et puis, vous avez le droit aussi de mettre des petits emojis, des petits émoticônes. Si c'est cohérent avec votre stratégie éditoriale, quoi. Oui, N'en mettez pas parce qu'il paraît que ça performe mieux. Si ça ne va pas du tout avec votre image de marque, ça ne laissez sert à tomber. rien. On a un exemple là d'objet d'emailing qui nous a bien fait rire. C'est pendant le Black Friday. Donc, Vous alors, recevez combien de mails c'est la clair. veille du Black Friday? Énormément. Voilà, avec le White Friday maintenant. Et maintenant, le Black Friday, il dure 2 semaines en France. Moi, ça, c'est la n'importe folie. quoi. Bon, en tout cas, là, c'est un exemple, je crois que c'était l'année dernière, Ouais. Typeform. Donc, on le voit là au milieu. En fait, leur objet, c'est est-ce que cet email parle du Black Friday avec un petit emoji vers le haut? Est-ce que cet email parle aussi du Black Friday avec un petit emoji vers le bas? Donc, en fait, c'est génial. Ils ont déjà fait le pari d'envoyer un emailing un jour où il y a déjà beaucoup d'envois parce que c'est dans les calendriers. Et en plus, ils twistent ça en faisant une blague justement en disant probablement qu'aujourd'hui vous n'avez reçu que des emailings sur le Et Black franchement, il n'y en Friday. a qu'un seul que j'ai envie d'ouvrir, c'est le leur. Hein. Exactement, c'est ça. Donc ça marche bien. Ça peut être un pari aussi de faire ça. Bon là, c'est bien, dans l'exemple, ça tombe bien. Peut-être que nous, si on l'avait reçu, ça ne serait pas tombé comme ça, mais en tout cas, c'est quand même pas mal. On regarde d'autres Ouais, exactement, exemples. des idées d'emailing. Ça va peut-être pouvoir répondre à la question de Sacha aussi, qui nous demandait si on avait des tips en B2B. Alors, ça, c'est un exemple de Lydia, donc qui est, je ne sais pas si vous l'avez, c'est une application
enfin bancaire, c'est pas une banque, hein, mais c'est une appli que vous mettez sur votre téléphone. Et après, vous pouvez envoyer, là, Julie, je peux t'envoyer 10 euros Avec juste en plaisir. ayant ton. Avec plaisir, ouais, sympa. Sympa. Juste en ayant ton numéro dans mes contacts. Donc, eux, ils ont voulu communiquer sur une nouvelle offre qui sort, qui s'appelle le compte Duo Lydia. Et donc, pareil, alors les marronniers, là, on vient de parler du Black Friday, là, on est Ouais. sur la Saint-Valentin. Moi, je recommande pas à toutes les marques de forcément se caler sur tous ces marronniers, là, parce que à force de se caler sur des trucs tout faits, on oublie parfois d'être créatif. Mm. Donc, c'est pas toujours intéressant. Mais là, j'ai trouvé que c'était plutôt malin. Mm. En fait, ils veulent parler, donc, en fait, c'est une offre qui permet d'avoir de façon virtuelle, grâce à Lydia, une sorte de compte joint. Ouais. Et donc, eux, ils disent, bah, c'est la Saint-Valentin. Enfin, ils ont surfé sur la Saint-Valentin. Et en fait, ils racontent une histoire. Dans leur mail, vous voyez, il y a quand même pas mal de contenu, avec juste une image. Visuellement, il est très simple. Mais toute la valeur est dans l'histoire qu'ils racontent. Même dans le ton, ça marche bien avec l'image de la marque. Où en fait, ils disent, ben, c'est la Saint-Valentin, vous êtes en couple, vous en avez marre de faire des comptes. C'est moi qui ai acheté le pain hier, et puis c'est toi qui as payé le resto. C'est trop galère. Mais vous n'en êtes pas à ce moment-là de votre relation. Vous dites, chérie, on va ouvrir un compte joint. Donc, si c'est un peu bizarre, mais qu'en même temps, c'est galère de gérer vos comptes, bah, ouvrez ce compte Lydia Duo. Et puis, bonne chance à votre couple. Donc, en fait, ils ont raconté une histoire pour mettre en avant leurs produits plutôt que de dire nouveauté chez Lydia, le compte Duo Lydia avec une liste de fonctionnalités qui est juste super ennuyeux, quoi. Mm. Autre exemple, Le Bon Coin. Alors, si vous êtes sur Le Bon Coin, vous recevez peut-être pas mal de notifications et de mails. Je trouve qu'il y en a beaucoup, hein. Mais celui-là, il a vraiment retenu mon attention. Moi, je vends des trucs sur Le Bon Coin. Et bien sûr, enfin, comme plein de vendeurs, ce que vous vendez il ne part pas. Vous avez des annonces qui sont là depuis, ça vous les remettez en ligne, ça part Tous jamais. les 2 Vous mois. baissez le prix, ça part pas. Bah, ça n'intéresse personne. Mm. Et ben Le Bon Coin, ils envoient des mails en disant voilà les trucs les plus recherchés par les gens la semaine dernière. Pour vous inciter en fait à vendre des trucs qui intéressent les gens Déjà. et pas les trucs qui n'intéressent ni vous ni plus personne finalement. Et je trouve que c'est intéressant parce que en fait dans ce mail ils m'apportent de la valeur parce qu'ils me disent en fait si tu veux faire le ménage chez toi, te débarrasser, te mettre un peu de beurre dans les épinards, regarde si t'as pas ça qui traîne chez toi. Et ils m'aident finalement à vendre sur Le Bon Coin. Oui. Donc, ça a de la valeur pour moi en tant que vendeur. Et ça a de la valeur pour moi même en tant qu'acheteur. Hein, parce que eux, comme c'est une marketplace, ils ont vraiment 2 sites différents. Et en fait, bah, ça m'incite aussi à repenser Le Bon Coin, à me dire, ah bah tiens, c'est vrai, il fallait que j'achète un casque de vélo. Oh bah c'est vrai, je vais regarder sur Le Bon Coin. Donc, il reste dans mon esprit en m'ayant apporté de la valeur. Et pas en me disant, Elisabeth, vous avez des trucs à vendre cette semaine? S'ils m'écrivent ça toutes les semaines, au bout d'un moment, j'en peux plus. Mm. Et le mail est très bien fait parce que, vous voyez, il y a d'abord 3 dalles avec les 3 trucs les plus recherchés. Il y a des photos, après, c'est juste des listes. Et ils me mettent en plus les prix moyens. Donc là, je me dis, ah oui, c'est vrai que les trucs que j'ai mis en vente à 5 euros, c'est pas terrible. Peut-être je vais prendre un peu le temps de regarder si je l'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait, hein? Bon, un canapé Togo, non, j'ai pas ça par hasard dans mon salon dont je veux me débarrasser. Même si ça vaut 1000 euros, donc c'est un peu dommage. Mais ils vont au bout de la démarche en me donnant les prix et en m'apportant vraiment une info qui est complète. Et puis je pense que pour eux, ça a un intérêt aussi parce que comme cette plateforme ne fonctionne que grâce à des ventes et des achats, Mm. ils ont plutôt intérêt à ce que, Ah, faut que ça vende en à ce que ça permanence. vende sur leur plateforme, surtout avec la concurrence Mm. de d'autres plateformes. Ouais. Donc là, en conseillant les bonnes annonces, de fait, ils vont peut-être aussi augmenter leur pertinence des ventes et des achats, quoi. Ouais, carrément. Alors, le classique, les codes promo, les soldes, les ventes privées. Donc ça, c'est un email de Nature et Découverte. Bon, nous, on le trouvait intéressant parce que il est ce qu'il est, quoi. Là, pour le coup, non, mais c'est vrai. Bah, c'est un email de solde, c'est écrit solde en énorme. Voilà, Et en rouge. ils mettent, par contre, ce qui est intéressant, ils mettent directement quelques articles. Et en fait, on a l'impression d'être sur une petite page web, quasiment, sur une petite landing page. J'ai le visuel, j'ai les promos, etc. Je peux direct aller cliquer sur les produits qui m'intéressent. Alors là, c'est un email qui fait la promo. Ben, in fine, il veut me vendre des produits, hein.
Mais il va d'abord me pousser des contenus à valeur ajoutée, des articles de blog, qu'on en parlait à là, donc c'est vraiment du B2B. Donc c'est les emailing de Pipdex, donc là c'est en anglais, hein. Donc en fait c'est une boîte qui commercialise des cartes qui permettent d'écrire des histoires, d'utiliser du storytelling pour ses présentations, ses animations d'ateliers, ses réunions d'équipe. C'est trop bien, entre parenthèses. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que déjà l'objet il est accrocheur. How to make a boring presentation interesting. Moi, je suis allée les voir parce qu'en fait, je travaille sur des présentations, je veux raconter des histoires et j'en peux plus des présentations chiantes, ennuyeuses. C'est vraiment, ça répond à mon besoin. C'est cash, donc c'est accrocheur. C'est précis. Là, il parle que des présentations, alors que sa solution, elle peut répondre à plein d'usages et pas juste faire des présentations plus sympas. Mais en fait, moi, j'en ai reçu plusieurs des emails d'eux et à chaque fois, ils attaquent sur un angle et un cas d'usage. Donc ça évite d'avoir des trucs trop généralistes où on raconte rien d'intéressant. Et puis, peut-être, moi, ce qui m'intéresse, c'est les présentations. Les ateliers, ça m'intéressait peut-être pas trop. Bon, j'ai pas trop lu le mail, mais par contre, quand il va me parler des présentations, là, c'est ma problématique du moment. Donc, il m'a vraiment accroché là-dessus. Donc, je m'identifie. Et après, dans l'email, il raconte l'histoire de quelqu'un, c'est Tom, qui doit faire une présentation, qui galère parce qu'en fait, il n'est pas satisfait. Et bah, c'est aussi mon histoire à moi. Et puis, bah, c'est pareil, c'est assez marrant dans l'éditorial. Donc, il y a un petit affect qui se crée avec la marque. Il y a un petit teasing en fin d'email qui donne vraiment envie d'en savoir plus. Et puis bah là, ils me disent, imaginez si vous aviez une grosse stat comme ça dans votre presse, là, ça ferait, ça claquerait, ça donnerait de l'impact, mais vous n'avez pas envie de la trouver, ce super slide là comme Tom, et d'avoir enfin votre présentation qui va fonctionner. Là. Ça me parle. Derrière, bien sûr, il me renvoie vers des articles de blog, il me renvoie vers son jeu de cartes qu'il veut me vendre. Et si ça ne fonctionne pas, à la fin, il me dit aussi, ouais, on a aussi une communauté sur Slack de gens qui utilisent notre solution. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt à sauter le pas, à acheter notre solution, mais que vous voulez rejoindre la communauté, bah, rejoignez-nous sur Slack, c'est gratuit. Moi, je trouvais que ça, c'était intéressant parce que pour des gens qui sont moins matures dans leur parcours d'achat, bah, il essaye de me récupérer sur différents supports, bah, par différents biais. Et après, une fois que je suis dans la communauté, le jour où j'ai vraiment besoin d'eux, bah, c'est sûr, c'est chez eux que je vais acheter, quoi. Donc, on peut le faire en disant rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Après, là, sur Slack, on a l'impression d'arriver sur quelque chose d'encore. Ouais, exactement. Enfin, même s'il y a peut-être 10 000 personnes sur le Slack. Mais... une communauté. Voilà, exactement. Après, bah, exemple d'invitation à un événement, porte ouverte, webinaire. Bon, bah là, c'est des emailing de HubSpot. C'est très bien parce que c'est ultra simple. C'est les codes de l'invitation, quoi. Donc, on met l'accent sur les infos pratiques, le titre, la date, l'horaire, les organisateurs. Il y a un peu d'images, mais pas trop. Là, c'est pareil. Pensez bien à l'équilibre image-texte. Ne mettez pas trop d'images. On est tenté de mettre des images parce que c'est là qu'on arrive à customiser, on fait des trucs trop jolis. Sauf que parfois, les clients mail, ils bloquent les images. Ouais. Donc, faut que vous cliquiez pour activer l'image. Si vous ne faites pas l'exercice, bah, vous voyez que du texte. Et donc, s'il y a des gros aplats d'images, ça fait des gros trucs gris. Donc, vous avez l'impression que c'est tout buggé, tout pété, vous voyez rien, quoi. Donc, vous êtes pris, vous passez à autre chose. Vous n'avez pas lu le mail. Donc, c'est important qu'il y ait très vite du texte et que vous ne bâtissiez pas tout votre emailing avec des images. Et puis, le bouton d'inscription, voilà, c'est très classique. Ça paraît hyper simple comme ça, mais parfois, on présente son événement et donc on est dans son contenu, on est là, ouais, bah ça, on va parler de ça, c'est génial. On se concentre sur la description de l'événement et on oublie les trucs fondamentaux pour les gens. C'est en visio ou c'est en présentiel? C'est à quelle heure? C'est où? Etc. Et donc, bah ça, répondez à toutes ces questions de base de façon très visible au début de l'email. Les jeux concours, très simple. Uber Eats qui vous fait gagner un an de course, c'est mieux que mes 10 balles sur Lydia quand même. Bah, là, c'est dans la hiérarchie d'infos et dans la simplicité de l'email que c'est bien, quoi. Ouais. Voilà, la promesse, elle est écrite en énorme, en majuscule. Le design est très travaillé, mais au final, simple. Hein. Ouais. Et l'intitulé du bouton est hyper explicite. Ils écrivent mais un an de course. Donc, même en cliquant, ils rappellent la récompense. Donc, c'est vraiment martelé. Et c'est plus engageant que je participe, j'essaye de gagner. Moi, j'ai l'impression d'avoir presque déjà gagné, quoi. Un autre exemple, c'est Renet. Donc, c'est une boîte qui fait des équipements pour le vélo. Eux, c'est pareil, c'est un lancement d'un nouveau produit. Donc, des manchons qui tiennent chaud. Là, vous mettez ça sur votre guidon pour l'hiver. Là, il est intéressant à différents niveaux. Déjà, c'est la date de l'envoi de l'email. Il l'envoie début novembre. Donc, en niveau timing, c'est parfait. L'objet, c'est la solution pour avoir les mains au chaud à vélo.
Moi, je trouvais que c'était intéressant parce qu'ils n'ont pas dit nouveau produit ou les manchons pour le vélo, parce que même les manchons pour le vélo, ça parle pas à tout le monde. Non, c'est pas un Alors mot. que je commence à avoir froid sur mon vélo, là, ça parle à tout le monde. Et dans le contenu, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent des GIFs. Alors, on peut en mettre dans les emails. Je suis pas fan du. Enfin, on peut se dire, ouais, c'est rigolo, ça fait de l'animation et tout. N'en mettez pas pour en mettre, enfin, ça sert à rien. Mais là, ça a une vraie valeur. C'est qu'en fait, on voit les manchons qui brillent dans le noir. Donc, on comprend qu'ils sont fluorescents. Et on voit qu'on peut les déplier et les replier facilement pour les remettre dans son sac pour pas se les faire piquer quand votre vélo est garé. Donc, en fait, là, les GIFs, ils répondent à un vrai, Un objectif. un vrai objectif et ils ont une vraie valeur. Et s'ils avaient mis une vidéo démo des manchons, moi, ils auraient pu, hein. Mais la vidéo, elle ne peut pas s'ouvrir en direct dans l'email, alors que là, les GIFs, ils se déclenchent en direct. Alors, ça dépend des clients mail. Sur Gmail, Ils se lisent ils se directement. lisent directement. Sur d'autres clients mail, parfois, vous avez que la première image du GIF. Donc, il faut faire attention comment vous montez votre GIF pour que, quand le GIF ne se déroule pas, la première image, elle ait quand même de la valeur et que vous n'ayez pas genre un écran blanc, c'est la première image de votre GIF. Donc, pensez à ça, mais en tout cas, là, c'était plutôt bien utilisé. Et puis dans la presse, là c'est pareil, donc c'est les magazines pour enfants, c'est un mail de Bayard qui est intéressant parce que, alors eux c'est pas facile parce que les abonnements c'est annuel quoi. Donc vous abonnez votre enfant, alors, vous n'allez pas l'abonner à 12 magazines, donc c'est des dynamiques où ils relancent en fait leur lectorat tous les ans, un mois avant, 2 semaines avant la péremption de l'abonnement pour qu'ils rachètent. Et après qu'est-ce qui se passe dans l'année? Ben, faut quand même qu'il continue à rester dans votre esprit et donc qu'ils trouvent des contenus à valeur ajoutée pour pas dire ils n'envoient pas des mails tous les mois, oh notre nouveau numéro est sorti quoi. Ça serait infernal, ça n'intéresse personne. Essayer de trouver des stratégies différentes et là bah, ils envoient un mail pour dire comment parler de la guerre en Ukraine à ses enfants. Et donc, ils mettent en avant des ressources qui sont connexes au magazine, qui sont sur leur site, c'est vraiment dans leur stratégie de contenu. Et puis, ils apportent des réponses pour différentes tranches d'âge. Et ils montrent aussi qu'ils ont des magazines et des contenus adaptés de tel âge jusqu'à tel âge. Donc, ils vous remettent en tête la segmentation de leur offre. Et puis, ils renforcent leur positionnement qui est apporter des contenus pédagogiques aux enfants et aux parents. Et donc, avec toutes ces ressources, bah, ils renforcent leur positionnement de marque. Ils restent dans votre tête. Demain, vous allez chez le marchand de journaux, c'est peut-être chez Bayard que vous allez acheter. Vous voulez offrir un abonnement, c'est peut-être à eux que vous allez penser. Et donc, bah, ils restent dans votre univers. Et puis, il y a aussi d'autres types de contenus. Vous allez pouvoir mettre des tutoriels, on en a un peu parlé, des études de marché. En B2B, c'est intéressant si vous avez fait ce travail de analyser un marché, centraliser des chiffres, comprendre des chiffres. Ben, ça, d'ailleurs, c'est un travail qu'on fait avec certains de nos clients. Des sondages, des parrainages, des comparatifs, tout ça, ça peut avoir de la valeur pour vos cibles. Et faites ce que nous, on fait aussi. Mettez de côté les newsletters que vous recevez et que vous ouvrez. Oui. Et réfléchissez pourquoi celui-là, je l'ai ouvert et pourquoi les 10 autres de la journée, je ne les ai pas ouverts. En fait, vous allez apprendre plein de choses comme ça. Bien Alors sûr. après, n'appliquez pas votre ressenti de façon bête et méchante au ressenti de vos cibles parce que vous n'êtes pas vos cibles. Mais ça va vous inspirer. Et le jour où vous avez besoin de sortir des mails, plutôt que de repartir avec la lampe frontale dans les méandres de votre boîte mail où vous avez peut-être 50 000 mails, ben, essayez de développer un petit peu ce rangement. Vous faites un petit dossier avec les mails qui ont retenu votre attention et ça sera très utile. Et recyclez votre contenu, on en a parlé tout à l'heure. Alors, comment je fais? On va accélérer parce que ouais, tourne. le temps il passe. Parce que je me disais aussi, je n'étais pas sûre, mais il doit être 10h20, non? Ouais. On va le faire en mode rapide. Donc, on oublie la messagerie perso pour envoyer les emails. Ça ne fonctionne pas. On envoie via un outil d'emailing professionnel. Tout simplement parce que ça va vous permettre de maximiser votre délivrabilité. Pas facile celui-là. J'ai bugué à la répète, je vais bugger maintenant aussi. Tout simplement parce qu'en fait, eux, ils ont des serveurs d'envoi qui sont testés, qui sont éprouvés et qui sont aussi dimensionnés pour faire de l'envoi en masse. Là où vous, votre petit outil d'envoi, il est fait pour envoyer un par un ou éventuellement 2-3 personnes en copie, quelques autres en copie cachée, mais en tout cas pas à 5000 personnes d'un coup. Donc ça, c'est important de bien penser à ça.
Et puis aussi, en complément, d'ailleurs, ils optimisent le taux de courrier indésirable et de spam. En fait, ils ont tout simplement des serveurs d'envoi à qui on fait confiance, à qui les Mm. serveurs mail font confiance, donc du fait, ça tombe un petit peu moins dans les spams. L'autre sujet, c'est que effectivement, les outils, ils vont vous permettre de bien gérer la désinscription. Déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, le lien de désinscription, il est obligatoire, on ne peut pas l'enlever. En tout cas, dans les outils les plus connus, Sendinblue, Mailchimp, on ne peut pas l'enlever. Et derrière, si une personne clique dessus, c'est automatique, vous n'avez rien à faire. La personne va cliquer, elle se désabonne. Automatiquement, si elle est dans plusieurs de vos listes, elle passe désabonnée dans l'intégralité de vos listes. Ou pas, d'ailleurs, c'est aussi à vous de décider si elle ne se désabonne que d'une liste et pas d'une autre. En tout cas, si elle se désabonne de tout, elle est vraiment... Vous n'avez rien à faire, quoi. Exactement. Donc, elle est toujours présente dans votre base, mais elle est indiquée comme désabonnée. On nous pose la question des bons taux d'ouverture, on y arrive, et de On y clics. arrive, ouais. Bidis. Bah ça, c'est presque le prochain sujet. Et donc, les outils aussi de newsletter, ça va vous permettre d'accéder aux statistiques de vos campagnes. Si vous envoyez un truc avec votre Outlook, vous n'aurez aucune stat. Exactement. Donc, il en existe plein. Les deux plus connus sont Mailchimp et Sendinblue. Mailchimp, le seul petit inconvénient, c'est que toute l'interface est en anglais, à l'inverse de Sendinblue qui est en français, et en plus, c'est un produit français. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des autres. En tout cas, On n'a aucun partenariat non, officiel, clairement, voilà. c'est ça. Nous, ce qu'on recommande, c'est Sendinblue, parce que c'est l'outil avec lequel on travaille et avec lequel on est très à l'aise. Mm. Et en plus, ils ont un support qui répond très facilement. Et ça, c'est plutôt agréable. Et en français, donc c'est encore plus agréable quand des fois il y a des mots un peu techniques qu'on n'est pas déjà en français qu'on comprend pas, alors encore moins en anglais. On vous met un petit ok. J'ai Emma qui me dit non. Pas ok. le temps. Pas le Vous temps. voulez savoir quel outil vous utilisez, Quel mais si outil vous pouvez nous le utiliser dire dans le chat, ça Voilà, nous intéresse. exactement. Très bien. Donc la slide est sautée. Donc, comment est-ce que vous vous y retrouvez dans ce florilège d'outils? Parce qu'effectivement, ils proposent tous des choses un petit peu différentes. Ils ont tous des bibliothèques de modèles existants. Ils ont des choses aussi plus ou moins avancées en termes de marketing automation, en termes d'envoi de SMS. Voilà, Mm. ils ont des fonctionnalités un peu complémentaires comme ça. Et les paliers gratuits payants sont pas les mêmes, donc ça. Exactement, c'est ça. Donc ça peut être bien de comparer peut-être deux outils parmi les plus connus pour voir aussi quels vous sont vos besoins. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez envie d'aller plus loin que juste de l'emailing? Qu'est-ce qu'ils proposent de plus? Et puis en termes de tarification aussi, même si ça reste quand même assez proche. Voilà, et en tout cas, si vous utilisez les outils de base, nous vraiment ce qu'on recommande, c'est Sendinblue, qui fonctionne vraiment très bien. On a zéro souci avec eux. Qualité, prix, ça fonctionne aussi. Ce que je vous disais, c'est que le support est dispo, et ça, c'est quand même très pratique. Voilà, et donc, quand est-ce qu'on envoie ça? Alors, plein de chiffres très précis, mais à prendre avec des pincettes. C'est ça. Donc on se pose toujours la question à quel jour on envoie, comme si peut-être c'était vital, la performance de votre campagne en dépend. Ben, ça peut jouer, hein. Oui. Alors, le meilleur jour pour envoyer un email, en général, c'est mardi et jeudi. Bon, il y a eu plein d'études qui ont regardé énormément de stats. Il y a des pics d'ouverture le matin entre 10h et 11h, à la pause déj, midi 14h et le soir 18h. Bon, c'est rassurant, entre les deux, les gens bossent. Les jours qu'on vous déconseille, donc lundi, vendredi. Le lundi, les gens commencent leur semaine, ils sont en plein de réunions. Le vendredi, ils sont en train de tout boucler, donc ils ont autre chose à faire que de dire votre mail. Globalement, c'est ça. Et le week-end aussi, bien sûr. Et le week-end, en B2B en tout cas. Oui. Le Bon Coin, le dimanche, ça peut marcher. Oui. Donc, et puis le taux d'ouverture et de clic vont varier d'un secteur à l'autre. Donc là, vous avez quelques chiffres pour différents secteurs d'activité. Après, quand Julie disait, ouais, c'est des réponses de Normand, c'est regardez ce qui marche, vous, avec votre communauté aussi, quoi. Prenez pas ça au pied de la lettre. Donc, ce qui est important, bien sûr, c'est de s'adapter à votre cible. Essayez de voir ce qui transforme le mieux. Et donc, il va falloir qu'on essaye d'améliorer les résultats de ces campagnes. Tout à fait. Je te repasse la main? Non, c'est Ah, moi. vas-y, c'est toi. Ah, ok, tout va bien. Et donc, d'optimiser. Donc,
Adaptez-vous au mobile, ça on en a parlé tout à l'heure, 43% des mails sont consultés sur mobile. Donc ne négligez pas ça. Donc sur le fond, ça veut dire que votre contenu, il doit être court, aller à l'essentiel. Ou en tout cas, avoir quelque chose de court au démarrage. Et puis sur la forme, des textes pas trop petits et des boutons d'action bien gros, bien visibles pour cliquer avec ses gros doigts dessus. Ça dépend de chacun, mais... Ouais, bon, ouais, je ne suis pas pianiste. 2 exemples, un mail pas très lisible, un mail qui est quand même mieux, vous voyez, en mobile. Ça change tout la police de caractère, vraiment, c'est hyper important. Et optimiser le poids de vos images. Ça aussi, c'est hyper important pour qu'elles chargent plus rapidement et aussi qu'elles soient moins énergivores. Donc ça, c'est pareil, c'est une bonne pratique pour vos sites web. Plus elles sont légères, moins elles mettent de temps à charger. Donc parfois, vous n'avez pas trop de réseau, etc. Ça ne charge pas dans votre mail, vous avez l'impression que c'est buggé. Bah non, c'est juste, elles mettent du temps à charger. Et donc, plus votre mail est lourd, plus il consomme du stockage et donc plus ça pollue. Et d'ailleurs, c'est bien fait parce que dans les outils d'emailing, c'était la capture qu'on voyait. Par exemple, la Sendinblue nous dit quand l'image est trop grande. Mm. Il nous dit ça sert à rien, là c'était une image forcément En plus, c'est vu exagérée. en tout petit, donc ça sert à rien d'avoir mis un truc énorme. Exactement, c'est ça. Donc, vous avez des outils gratuits qui vous permettent d'optimiser. Vous importez votre image, vous la retéléchargez en hyper compressé. Vous n'avez pas besoin d'être une star de Photoshop pour faire ça. Ajouter des liens dans les images. Donc là, c'est pareil, les gens ont pris l'habitude de cliquer sur les images. Parfois en mobile, on clique direct sur le visuel pour accéder au replay, à l'invitation, etc. Donc les outils vous le permettent, faites-le. Ça ne vous empêche pas de rajouter le bouton derrière. Vous allez pouvoir répondre à 2 types d'usages différents. Ajouter un texte alternatif à toutes vos images. Pareil, même bonne pratique que pour le web. C'est important parce que pour les gens qui n'auront pas votre image, ils auront ce texte alternatif. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se cachait derrière cet espace et que c'est pas un bug ou une newsletter mal finie qui a été envoyée. Évitez certains termes. Donc, si vous mettre ne criez pas dans votre objet, quoi, en majuscule, hein, évitez ça. Évitez plein de signes de ponctuation, genre 3 points d'exclamation, de répéter plusieurs fois le même mot, de commencer par 20% de remise, enfin des trucs trop putaclic, comme on dit. C'est pas d'autres Éviter certains mots gratuits, 100% off, gagnant, etc. parce que ça va ça augmente un votre... peu vous mettre un warning. Ouais. Et puis ça augmente votre chance de passer dans les spams. Exactement. Et puis tester l'affichage de vos mails dans plusieurs messageries. Comme on le disait, parfois ça marche bien sur Gmail, ça marche pas sur une autre messagerie. Il y a des outils qui vous permettent de le faire. Alors, pour parler de Sendinblue, il vous permet de prévisualiser le design de vos emailings sur tous les supports. Donc, vous voyez direct ce que ça donne en ordinateur, en mobile, en tablette, et sur Gmail, Outlook, les mails d'Apple, etc. Et puis, il y a des outils autres, si vous n'avez pas Sendinblue, si votre outil d'emailing ne vous permet pas d'avoir ces aperçus, comme Litmus ou Email on Acid. C'est pareil, vous aurez les liens dans la presse. Vous importez votre newsletter et il vous montre ce que ça donne sur les différents clients mail. C'est quand même assez efficace. Ouais. Et optimiser la délivrabilité. Donc, c'est pareil, vous pouvez tester la délivrabilité de vos mails. Là, il y a un outil en ligne gratuit qui s'appelle Mail Tester. Il va vous donner un spam score. Qui va vous dire quels sont les probas que vous tombiez dans les spams. Donc, pareil, c'est fait en 2 secondes. Donc c'est plutôt intéressant. C'est astuce qui peut être pas mal. Et derrière, donc, analysez vos résultats. C'est là qu'on va avoir les fameux taux. Voilà, qu'on va savoir à peu près où est-ce qu'on se situe. Vite. Donc, sur les différents taux déjà qu'on peut regarder, vous pouvez regarder le taux de délivrabilité. Donc, c'est la proportion des emails envoyés, ceux qui sont reçus, surtout ceux que vous avez envoyés. Donc, ça vous permet de savoir si votre base est propre ou non. Le taux d'ouverture, donc c'est le pourcentage de destinataires qui ont ouvert votre email. On ne sait pas en revanche s'ils ont passé 3 secondes ou s'ils ont passé 3 minutes, mais au moins ils ont ouvert. Le taux de clic, donc ça c'est un peu le summum de ce qu'on veut atteindre. Le taux de rebond, c'est-à-dire le pourcentage d'emails qui ne sont pas délivrés. Ça peut être intéressant parce que le but c'est qu'ils soient proches de 0, parce qu'en fait ce qu'on veut c'est ce qu'on disait, il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité.
et le taux de spam aussi. Parce que ça va pareil, ça, en complément en fait du taux de délivrabilité. Et puis si vous avez envie aussi, vous pouvez regarder le nombre de désabonnements à chaque envoi. Je crois que nous, on est autour de moins de 1% ou moins de 0,5% par... Je regarde Emma, Oh, tu te mais... la pètes. Ah ouais, elle dit la dernière fois. Non, mais c'est pour donner une idée, parce qu'il n'y a pas ce chiffre après, on le dit pas. Mais après, je sais pas combien on envoie, donc je pourrais pas comparer, mais ça donne une idée. En fait, c'est inévitable, les Ouais, désabonnements. bah, exactement. Mais si vous avez peut-être beaucoup de désabonnements au-delà de votre taux habituel sur une newsletter, ça mérite peut-être de regarder pourquoi. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, le but, c'est d'observer aussi pour s'améliorer au fur et à mesure. Les chiffres sont là. Tout à fait. Donc, c'est écrit en tout petit. Mais mes lentilles sont pas bonnes ce matin. Non, on regarde en B2B d'abord. Ouais, effectivement, en B2B, le taux de délivrabilité... Non, le Non, taux d'ouverture, d'ouverture, pardon. Le taux d'ouverture moyen, il est de 15,1%, donc 15%. Voilà, et le taux de clic moyen, il est de 3%. Donc, vous voyez, c'est pas... 3%, c'est pas énorme, hein. Quand on se dit qu'on Quand on l'envoie n'a pas la à... perspective, on se dit, waouh, 3%, mais on s'est complètement planté, quoi. Ça fait pas rêver, 3%. Et bah pourtant, c'est la moyenne. C'est ça, exactement. Et on vous a fait là une petite échelle pour aussi pouvoir comparer et se dire où est-ce qu'on est bon. Donc en gros, c'est ça, le taux moyen, il est à 15%. Si vous êtes au-delà de 20%, c'est un bon taux. Si vous êtes là de 30%, c'est vraiment bravo, chapeau. Et pareil sur le taux de clic, où là, le taux moyen, on a dit, c'était 3%. Ouais. Et donc au-delà Donc de là, si vous 3%, faites un c'est plutôt bon. 6%, vous êtes vraiment top, quoi. Exactement, Mm. c'est ça. En B2C, est-ce que ça change beaucoup? En Un peu B2C, ouais, on est sur du plus. 20% au lieu du 15% pour le taux d'ouverture moyen. Et pour le coup, c'est assez large, hein. On est entre 1,5 et 6,5 pour le taux de clic. Je pense que ça dépend vraiment des secteurs aussi. Ça dépend des secteurs, ça dépend du sujet aussi, parce Mm. que les soldes, quand on envoie notre newsletter solde parmi les 30 autres enseignes qui le font, bah, peut-être que tu as plus difficilement de visibilité à ce moment-là. Vous pouvez aussi aller plus loin et utiliser des outils de tracking, là notamment Google Analytics, où vous pouvez aussi brancher votre site et vos newsletters, les faire correspondre ensemble. Vous pouvez, en fait, dans votre newsletter, vous pouvez aussi indiquer des paramètres dans les URL de votre newsletter qui renvoient vers votre site. Ça permet de les enregistrer dans les sources de votre site et de savoir aussi ce qu'ont fait les visiteurs qui viennent de vos newsletters sur votre site internet. On arrive à la fin. Et après, donc on se dit, ah, c'est bien, on a bien bossé. Il y a vraiment un après? Oui. Bah, rappelez-vous que l'objectif, c'est de se challenger, d'analyser, de s'améliorer, pas réinventer la roue à chaque fois, Non. mais essayer chaque nouvelle emailing, c'est l'occasion de améliorer un petit truc, tester une petite variable différente. Et puis, bon, il y a les chiffres, mais aussi, enfin, moi, je crois beaucoup au quali. Alors, vous n'allez pas faire des pourcentages sur 5 interviews clients que vous avez fait, mais quand vous échangez avec votre cible sur d'autres sujets, posez-leur la question, ah, est-ce que vous avez reçu notre newsletter? Vous en avez pensé quoi? Il y a des trucs qui vous intéressaient? Ah bon, non, ça vous intéresse pas? Bon, affrontez le truc. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Ça, c'est une mine d'or. Et puis, un petite ouverture. C'est aussi pour vous dire que les usages et les technologies continuent d'évoluer, donc tenez-vous au courant de ça. Il y a notamment une initiative qui a retenu notre attention qui s'appelle Email Expiration Date. C'est une initiative qui a été lancée en 2021 et l'objectif, c'est de donner des dates d'expiration aux emails. Donc, c'est un collectif qui a lancé cette initiative. L'objectif, il est clairement orienté par une volonté écologique, en se disant c'est 50 000 mails qu'on a dans notre boîte qui servent à rien. Tous ces mails que les marques nous envoient pour une promo avec un code promo qui expire dans 2 semaines, à quoi ça sert que je garde l'email dans ma boîte? Et en fait, donc c'est à l'étude. Il y a pas mal de fournisseurs d'accès Internet qui ont rejoint l'initiative. Techniquement, ça n'a pas l'air très complexe à mettre en place, mais par contre, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un vrai collectif qui se mette en place pour que
les marques qui vont envoyer des emails puissent donner une date d'expiration au moment de l'envoi et que les clients mail acceptent de supprimer ces Automatiquement. emails automatiquement. Mais voilà, hein, ça aussi, ça peut complètement repenser la façon dont on fait des newsletters et de l'emailing. On regardera ce que ça donne, et en tout cas, l'initiative est assez intéressante. Donc ça ne veut pas dire ne faisons pas de mail, mais faisons-le différemment et faisons-le mieux. Nous avons terminé. Pour aller plus loin, si vous avez des sujets de marketing automation, donc envoyez vos cibles dans des scénarios en fait automatisés d'envoi d'email. On a créé un support sur le sujet, donc qui peut vous intéresser. Et puis maintenant, à vous de jouer. Qui va se lancer? J'espère. Est-ce que vous êtes boosté, reboosté pour rebosser vos emails? En face de nous, on a des. Oui. Dites-nous Très bien. sur le chat si vous aussi ça vous a semblé intéressant. Et puis en parallèle, parce qu'on n'a jamais fini de rebosser son marketing et sa com, les prochains petits-déj. Donc le prochain, ça sera sur la gestion de projet. Est-ce que Notion est l'outil miracle? On cherche tous un outil miracle pour optimiser sa gestion de projet. Donc on regardera ça ensemble. Et puis, donc ça, ce sera en mars. En avril, on parlera podcast. Donc c'est pareil, vous pouvez vous inscrire et vous avez tout le calendrier de l'année qui est sur notre site également pour voir les sujets qui pourraient vous intéresser. Et puis les autres ressources que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc tous les replays de nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On vient de lancer des podcasts de la com et des chouquettes. C'est tout nouveau, ça date d'il y a quelques semaines. Donc vous pouvez écouter le podcast sur vos plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, directement en ligne, etc. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur LinkedIn et puis également des articles complémentaires sur notre blog. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Ah oui, mais bien sûr. Parce qu'on l'a pas dit, on a mis du Quelle temps. chute, c'était même pas répété, magnifique. On a mis du temps à la sortir, mais elle est sortie il y a 2 semaines. Ça faisait 1 an et demi voilà, on bossait dessus. je dirais pas qu'on procrastinait, mais Mais il y a eu plusieurs allers-retours et elle est enfin sortie. On est très fiers de ça. Et enfin, si vous avez passé un bon moment, si vous pouvez nous laisser un petit avis sur Google My Business, vous tapez Concept Image, des étoiles ou un petit message. En fait, ça aide notre référencement naturel. Donc, c'est très utile pour nous. Je vous invite d'ailleurs à inviter vos clients à le faire pour vos marques aussi. Tout à fait. Parfait. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Et bonne journée. À très bientôt.